Bonjour tout le monde et bienvenue à cet autre épisode des Fallops. Mon nom c'est Eric Rich, si vous ne l'avez pas déjà, et je suis en compagnie de ma co-animatrice Mel Couture. Allô? Allô. On va faire semblant que comment vas-tu? Ça fait 4 contours. Ça fait 4 contours aujourd'hui. Le monde le sait, là. Et cet épisode, il vous est amené par Eros et compagnie. Je sais pas pourquoi j'ai pogné ma voix de FM, mais c'est pas mal ça qui se passe. C'est notre commanditaire. Donc, merci beaucoup à Eros et compagnie. Donc, merci à tout le monde d'être ici. Et pour... Hein? Un Fallop 15, comme d'habitude. Oui, F-A-L-L-O-P-E-S, Fallop 15 sur la boutique en ligne de Eros et compagnie. Puis vous allez avoir 15% off. Vous allez pouvoir sauver les taxes. Ça, c'est pas rien. Hein? Mm-hmm. On a un sujet... Ouais, plusieurs sujets. On a des merveilleuses personnes avec nous qui vont nous parler de plusieurs sujets. C'est un sujet que t'as amené. En fait, c'est une série de docu-reportages que j'ai vus à RADCAM. À RAD, oui, bien dit, sur le web de Radio-Canada. Puis c'est frais, là. Quand vous allez le visionner, peut-être ça va être moins frais, mais là, c'est frais. Puis je suis tombée sur la première capsule qui était... vous serez tout sur le vagin. Mm-hmm. Quelque chose du genre. Vous serez tout sur le clito. Tu sais, cette espèce de chanson qu'on... Puis j'ai fait, oh mon Dieu, le ton qui a été utilisé, le plaisir avec lequel ça semblait être réalisé, les sujets en tant que tels. Et j'ai décidé de contacter la journaliste qui s'était identifiée avec le projet. Puis après ça, elle m'a dit qu'il existait d'autres capsules, qu'il y avait d'autres personnes. Puis j'ai fait, on va amener tout le monde dans ce sujet. Puis pour ceux qui connaissent pas RAD, le web de Radio-Canada, c'est très bien fait. Ça démystifie, ça vulgarise bon nombre de sujets. Puis c'est bon que je suis tombé aussi sur la capsule ce matin. C'est sorti ce matin. J'ai vu en ouvrant mon Instagram, parce que je suis abonné à RAD. Allez voir ça si vous êtes abonné sur Instagram. RAD, il y a plein de capsules. C'est vraiment très bien fait. Et on a la chance d'avoir avec... T'allais-tu continuer? Non? D'accord. Au moins, ça le mérite d'être clair. On a la chance avec nous d'avoir ces journalistes-là. Donc, on a Justine Grenier et Rachel Delfante. Enchantée. Ah, je l'ai bien dit. Allô, les filles? Ça va? Ça va? Oui, ça va bien. De nous avoir. Ça fait plaisir. On a vu ces capsules-là. Là, moi, j'ai vu une des capsules aussi qui parlait de fausses couches. Ouais. Et là, dans la capsule, il y a une personne que je connais. Ah oui? Ouais. Une des personnes qui est interviewée que je suis comme, oh! Tu sais, c'est vraiment plus proche de nous qu'on pense, plus commun qu'on pense, right? C'est ça qui, puis ça a bien été fait. On sent la véracité de la chose et tout. Mais juste le fait que je connaisse quelqu'un comme ça, là, directement, là, sur mon Facebook, que je sais c'est qui cette personne-là, puis qui est passée par là, ça te redescend sur terre, tu sais. Ouais. Je pense qu'on va parler plus précisément des capsules, ça sera pas long parce que effectivement, il y en avait un sur une capsule. Vous les appelez comment? Des docus, des capsules, des reportages, des vidéos. Vidéos. T'es journaliste, là, on n'appellera pas ça un clip Musique Plus, vierge. Ouais, c'est ça. Fait qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc, c'est vraiment un reportage. Les 3 sujets, il y en a un sur la vulve, il y en a un sur... on en a un sur le vagin, on en a un sur les fausses couches. Les fausses couches, puis on en a un sur la contraception. Oui, la contraception, c'est ça. Donc, ça, c'est les 3. Puis là, après ça, je me suis dit, Caroline, c'est pas des sexologues, c'est des journalistes. Qui êtes-vous et pourquoi vous vous êtes intéressés à ce sujet du sexe? Bonjour. Bonjour. Moi, je suis conceptrice-rédactrice dans l'équipe de RAD et c'est moi qui ai rédigé la vidéo « Pourquoi on ne sait presque rien sur son vagin ». Oui, voilà. Puis c'est ça partait surtout d'une réflexion d'équipe, genre d'un Google Meet matinal où on bandissait des idées, puis on se rendait compte qu'il y avait plusieurs phénomènes sur les réseaux sociaux qu'on observait, comme le retrait du stérilet chez certaines femmes. Il y avait plusieurs questions en lien avec le vaccin contre la COVID et le cycle menstruel. Fait que là, on a continué à jaser, puis on s'est rendu compte qu'on en apprenait encore, nous, dans la trentaine, sur notre vagin et notre santé féminine à travers les réseaux sociaux. Ben oui. Fait que voilà, on a commencé avec ça, puis on avait genre
115 000 angles possibles. Ouais, notre premier document de recherche a comme 100 sujets, là. Ouais, Wow. on en avait beaucoup on avait beaucoup de questions, en fait, sur ces sujets-là. Puis comme Justine a dit, ça vient vraiment comme d'une réflexion d'équipe, puis ça apporte un peu de l'actualité, tu sais, le vaccin, le lien avec le cycle menstruel potentiel. Mais après ça, c'est vite devenu des réflexions, tu sais, personnelles. Puis on s'est dit, ben si nous on en apprend encore à 30 ans sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'il y en est des gens qui sont pas journalistes, parce que généralement, en plus, on est très curieux. Oui. On passe la journée à lire de l'information. Ouais. Donc, c'est ça. Puis moi, je suis journaliste à la recherche sur le projet. Donc, ta curiosité, elle est extrême. Oui, c'est ça. D'ailleurs, le dossier de recherche pour la première vidéo sur le vagin faisait peut-être comme presque 100 pages, et Justine a très brillamment comme réussi à tout condenser ça pour faire une vidéo qui était digeste là, pour le public. C'est comme des capsules de 3 à... Non, c'est presque Ça 10 dépend minutes. vraiment dépendamment des trucs, sujets. Puis on adapte pour Instagram, on fait comme des extraits aussi qui bien sûr. vivent d'eux-mêmes sur Instagram. Mais quand même ça, même un sujet en 10 minutes, en 10 minutes, on n'a pas fait le tour de la question. Non, là. pas du C'est sûr tout. que non. Mais, je veux dire, c'est très bien fait quand même, très informatif. Très informatif. Vagin, vulve, on sait pas vraiment c'est quoi la différence souvent. On sait là. pas. Puis, c'est, tu sais... Il y a plein de monde. Mais moi, ça me jette à terre. Des fois, tu vois ça, des gens qui arrivent avec des pancartes dans la rue, là, puis une pancarte très bio, là, le classique, l'utérus, le vagin, les trompes de Fallope, les ovaires. Puis, à un moment donné, je me disais, mais c'est-tu parce que moi, je me suis intéressée au sujet, que j'en sais autant en tant que femme, en tant que bachelière en sexologie? C'est-tu normal qu'il y ait si peu de gens qui savent? Parce que je me disais, tabarouette, ça n'a pas de sens. Ils demandent de pointer le vagin, puis il y a du monde qui pointe l'intérieur de l'utérus. Puis là, c'était pas ça dans votre reportage, mais ça disait qu'il y avait 50% des Américains Et des Britanniques. Et des des Britanniques. Anglais, et des Britanniques. Tu vois, les gens qui parlent pas français. Mais c'est ça, on n'a pas trouvé d'études équivalentes, en fait, au Ici, Canada et au Québec. Là, c'est la raison pour laquelle on cite des études américaines et anglaises, mais ça donne quand même une idée, tu sais, de façon générale, étant donné qu'on est tous un peu... Oui, parce que de toute façon, en anglais, c'est 2 mots séparés aussi. C'est vulva et vagina. Je pense que la proportion doit être probablement la même ou semblable. C'est probablement des gens, globalement, qui nous ressemblent le plus. Donc, 50%. C'est beaucoup. Ça fait peur. Hommes et femmes aussi. C'est pas seulement les hommes. Des fois, on voit ça aussi avec le clitoris, mais là, c'est vraiment comme... Oui, il y a quelques semaines, il y a eu une vidéo où est-ce que il y a des gens qui demandaient à des hommes de spotter le clitoris. Ça a fait une espèce de gros tollé, genre. C'était très viral. Après ça, ils ont demandé à des femmes de spotter le clitoris, puis ils n'avaient aucune idée non plus, tu sais. Ah, j'aurais pleuré un peu de le regarder. Ah ben, moi, j'ai pleuré un peu aussi. C'est un peu triste, c'est ça. Mais il y a quelque chose de fascinant de voir à quel point la porte du monde, parce que ça reste ça, là, je veux dire, la fameuse toile je me souviens plus c'est qui le peintre, là, mais tu sais, la femme est un peu couchée sur le dos, puis tu fais c'est l'origine du monde. L'origine du monde, c'est ça. Puis tu fais comme, c'est l'origine, c'est par là que tu sors, c'est par là que tu risques d'avoir du fun, c'est par là que ça se peut que tu aies envie de rentrer pour avoir du fun, puis c'est si peu connu, fait que ça... Est-ce que vous avez senti, en faisant vos recherches, qu'il y avait des explications sur le pourquoi on n'en savait pas autant qu'on voudrait? Bien sûr, ben tu sais, ce qu'on montre un peu à travers la vidéo, c'est on part en fait des Grecs puis on remonte à aujourd'hui. Puis là, si je peux résumer ça rapidement avec l'aide de Justine, peut-être. Go girl. Non mais, tu sais, pour vrai, on a toujours le vagin et la femme en général ont toujours été écartés de la science et de la médecine. Ça, c'est comme la base de notre reportage. Qu'est-ce que je m'excuse parce que on est 2 humoristes, puis là, t'as dit vagin puis écarté. Puis là, je l'ai regardé, puis j'ai cherché son approval. Moi, j'ai essayé de garder le contrôle. Okay? Je l'ai vu dans ta face, c'est pour ça que je trouvais ça. Je sais, je peux pas te mentir, mais j'ai essayé. Là, t'as ri, puis là, tu viens de ruiner le moment. Non, moi, je partais dans la science. Je sais, mais c'est ça. On est super juvéniles. Écoute, désolé. On est des enfants, vous êtes les pros, on va vous retourner vous êtes les journalistes. Mais super le fun. J'ai vraiment essayé fort de pas break, là. T'as vu? Oui.
J'ai essayé fort aussi de pas trop avoir de jeu de mots dans ma rédaction, je vous dis. Ah non, arrête, tu me feras pas ça, là. Vagin intérieur, vulve extérieur. Non. Tu me diras pas que t'as pas de jeu de mots, t'en as. Mais ça, c'était tout le crédit à Liane Labrèche d'or. C'est elle qui a fait la narration. Puis elle m'a dit, moi, avec ma gang, bon, là, je sais pas si je peux dire ça, avec sa gang de comédiens homosexuels, c'était le truc mémotechnique pour se souvenir des différentes parties de l'organisme. Mais pour de vrai, ça marche. C'est sur la capsule, quand ça dit vagin intérieur, j'ai fait comme, really? Après, tu as fait vulve extérieur, je suis comme, 2 fois, vraiment! On ose! Bref. On est là. Tu disais... Oui, c'est ça. Ben, ça a toujours été écarté. Bon, je l'ai redit. De la science et de la on est à notre niveau-là. Bref, ça a toujours été écarté. Jusqu'aux années 2000. Oui, mais de la science. De la science, oui, c'est ça. Fait que, à la fois, comme scientifique, il y avait peu de femmes scientifiques. On connaissait peu le corps féminin en tant que médecin, chirurgien. Mais ça remonte à... C'est ça. Nous, on est remonté jusqu'à l'Antiquité. Là, on aurait pu remonter, j'imagine. On explique que le sexe féminin n'était pas nécessairement différencié de celui de l'homme, mais considéré comme une version amoindrie du sexe masculin imparfaite. Même quand on a commencé à différencier les sexes, le sexe masculin est comme perçu comme fort, celui féminin plus faible. Puis ensuite, quand on a commencé même à l'étudier, ça a été fait sur des esclaves noirs, donc des femmes noires sans anesthésie. Fait qu'on se rend compte que même l'avancement de la recherche est teinté d'une certaine façon. Oui, c'est clair. Puis il y a aussi plein de trucs. Quand tu disais les organes ne sont pas différents, mais on pensait que l'utérus, le vagin, c'était comme un pénis rentré en dedans. On ne distinguait pas vraiment. Et quand on le faisait, ben nous, on était liés à la procréation puis à faire des enfants. Oui, c'est ça, effectivement. On était l'utérus qui se promenait aussi, ça, c'était vraiment commun, qui était comme l'animal dans l'animal. Je me souviens pas qui a été le premier à dire ça. Fait que quand les femmes avaient des sautes d'humeur, ben c'était à cause de leur utérus qui faisait... C'est ça, qui faisait le party. C'était pas ça. Excuse, je vais juste te rappeler, quand tu tournes vers ta collègue, peut-être tire le micro un peu vers toi pour que ça soit, parce que j'ai l'impression que le montage, ça va changer. Mais je pense que ça faisait partie de ça, la fureur utérine. Oui, parce qu'on avait appris ça au bac, la fureur utérine, puis il disait qu'il y avait un débalancement, que l'utérus se promenait, puis que les filles, quand ils devenaient en manque, puis que le bassin bougeait, puis que... Il y avait Véronique Cloutier qui sortait là, fureur, puis là, c'est ça qui se passait. Je sais qu'il y a une longue histoire comme quoi le sexe féminin est presque le diable, là, dans le sens que soit qu'il apportait des enfants ou bien des problèmes. Il n'y avait pas d'entre-deux. Je crois aussi que pendant longtemps, il n'a pas été étudié parce que s'il représentait des problèmes dans des sociétés qui étaient polygames, ben la personne était disposable parce que tu pouvais en avoir une autre. Donc, les femmes, mettons, qui accouchaient de façon avec des grandes difficultés, qui étaient en travail pendant plusieurs jours, mettons, puis qu'il y avait une perforation qui se créait dans la peau entre le vagin et l'anus, bien là, après ça, c'est comme toutes les bactéries se mélangeaient puis ça créait des problèmes. Mais là, il faisait comme, ben regarde, pas grave, on est 3 autres femmes. Fait que souvent, c'était disposable. Je sais pas si c'est un anglicisme, disposable, là, c'était jetable presque. Fait que tu dis, on dirait qu'on n'a pas eu de chance pour que les gens s'intéressent à... Quand il y a un problème, on était disposable parce qu'il y en avait d'autres. Puis, quand ça marchait bien, bien, qui veut étudier ça? Ça marche bien. Oui, puis toute la religion aussi qui entrait en ligne de compte, qui était super présente, où le corps féminin était encore plus tabou, les menstruations, tout ça, c'était comme... Ouais. On n'allait pas là. Dans ce documentaire-là, justement, quand ce bout-là arrive, puis on parle de Lévitique, là, le passage dans les... Je savais exactement quoi. De quel passage on parlait? De quel passage, oui, parce que... Oui, mais le réciter en même temps. Moi, parce que j'ai été à l'église longtemps, fait que je savais c'était quoi le passage, tu sais. De la souillure, là. Oui, de la souillure, puis que tu étais impur pendant une journée. Puis dans l'Ancien Testament, ça, il y a l'Ancien puis il y a le Nouveau, puis il y a une différence, puis absolument. Il fallait qu'on apprenne nos livres, puis aussi que nos livres... En tout cas, whatever. Ouais. Mais c'est ça, ça a souvent été ça, sauf que oui, la religion a le dos large là-dessus, mais
ou est-ce que ça explique... c'est pas la religion qui est en arrière du fait que les recherches, on écartait même des personnes féminines, puis les tests, on les faisait sur seulement des sujets primates masculins, genre pour le cancer du sein. Ben, c'est ça, tu sais, je pense que, si on peut parler de, religion, construite culturelle, si on veut, ça s'est comme construit au fil du temps, puis après ça, ben, c'est ça, dans la partie des essais cliniques dont tu parles, là, là, on parle plus autour des années, du 20e siècle, là, quand les essais cliniques ont commencé à être réglementés. Puis on l'explique bien dans la vidéo, sur quand il y a eu le scandale de la thalidomide, qui est un médicament qu'on donnait aux femmes enceintes pour éviter les nausées. Il y a eu des malformations chez les fœtus. Puis à partir de ce moment-là, on a interdit la thalidomide. Puis on s'est mis à réglementer davantage les essais cliniques, mais le réflexe a été d'exclure les femmes des essais cliniques pendant les années qui ont suivi. Puis les arguments qu'elles soient enceintes, genre. C'est ça, fait que c'est un réflexe qui c'est pas de la mauvaise foi. On a voulu protéger les femmes de cette façon-là, mais là où on a commis un réflexe, peut-être que par exemple les scientifiques pas nécessairement dénoncent, mais disent qu'il a peut-être été un peu incohérent, c'est qu'on dit les hommes c'est correct d'étudier les hommes parce que ça va être la même chose pour les femmes, mais en même temps les femmes sont trop compliquées à étudier, donc on va pas les étudier. Mais le résultat, on va assumer que ça va être le même à la fin de la journée. C'est ça, fait que c'est ça qui fonctionne pas, puis qui a été dénoncé par la suite. Ils veulent pas que les femmes fassent des essais cliniques pour les protéger, mais à la fin de la journée, on n'a pas les résultats pour les femmes, on va juste les copier-coller, mais c'est pour les protéger. Mais le but, c'est même de les protéger. Mais c'est parce que on n'a pas de données sur les femmes, c'est ça. Oui, dans un autre sens, ça n'a pas de sens. Non, on va te prendre exactement les mêmes médicaments que pour les femmes, mais on le fera pas sur des femmes parce que les femmes, c'est pas comme des gars. C'est plus compliqué. Ben oui, mais si on n'est pas comme des gars, ça te prend des études sur nous. C'est un mythe, d'ailleurs. Pour les animaux, entre autres, on disait que c'était plus compliqué à cause des cycles estrus. Je crois que c'est le bon mot pour le cycle menstruel des animaux. OK. Puis finalement, ils se sont rendus compte qu'il y avait autant de fluctuations dans les hormones mâles de la testostérone parce que la chercheure me disait, si tu mets là, plein de petites souris mâles dans une cage, ça veut fighter, c'est qui la souris alpha, etc. Fait que finalement, c'était la même chose. C'est pas plus compliqué, c'est juste différent. Ouais. Puis là, on prend pour acquis que les femmes sont des petits hommes en plus petit format. Des recherches de cancer du sein sur des macaques mâles. Ben c'est ça, ça fera. Ben, c'est parce que c'est ta job de chercher. C'est ta job que ça soit compliqué. Mais ça dépend de l'argent aussi. C'est toujours une question d'argent, moi, je pense. Ouais. Je pense que souvent, ils coupent les coins ronds parce qu'il manque d'argent en recherche. Mais quand je regarde, c'est un peu radon, là. On a eu une neuroscientifique qu'on a enregistrée juste avant vous. Puis on parlait justement de la testostérone on a décidé de parler de la testostérone avec elle. Puis, elle nous expliquait que les vaccins de COVID avaient été testés sur des animaux mâles. Seulement. Puis que c'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas prédire le cycle menstruel. Il y avoir une fluctuation de cycle menstruel. En fait, j'ai fait de la recherche là-dessus aujourd'hui. Oh, let's go, girl. Je suis plongée dans toutes les études. Ça va être super à jour. Je suis vraiment à jour, OK? Dans le fond, les vaccins ont été testés sur des souris mâles et femelles. Et dans certains cas, des macaques mâles et femelles, sauf pour Pfizer, qui a seulement fait des études sur des macaques mâles. Et ensuite, les essais cliniques ont été menés sur des femmes et des hommes. Cela dit, même si on a comme étudié les femmes et les hommes, on n'a pas nécessairement pris en compte le cycle menstruel dans l'étude des vaccins. Parce que le cycle menstruel, c'est quelque chose qui varie facilement avec le stress, par exemple. Genre le stress d'une pandémie, genre? Exactement. mais c'est ça, il y a question de stress psychologique, mais aussi stress physiologique. On va en parler dans un texte qui va sortir d'ailleurs cette semaine sur le sujet. Il y a toute la question aussi, le stress du vaccin sur notre système immunitaire. Mais ce qu'on remarque, c'est qu'il y a déjà eu des vaccins qui ont eu des impacts sur le cycle menstruel, mais que ça serait assez nouveau qu'il y ait des impacts aussi remarqués que le vaccin ARN. Ça, c'est un chercheur qui nous dit ça dans le texte qui va être publié. Le ARN, c'est Pfizer et Moderna. Exact. Puis, mais par contre, c'est ça, il y a une étude aux États-Unis qui a été publiée post-vaccin, là, dans le sens cet hiver, qui dit que le cycle menstruel serait débalancé de 1 à 2 journées. Mais c'est la seule étude qui a été publiée sur le sujet.
Puis c'est ça n'a pas été pris en compte en amont. Fait qu'on n'a pas pu le savoir d'avance. Puis tout ce qu'on a comme données, par exemple, au Canada, c'est des femmes qui l'ont rapporté à Santé Canada au passé. Ouais. C'est ça, après coup, après avoir reçu le vaccin. Puis là, ce qui ressort de tout ça, c'est est-ce qu'on n'aurait pas dû en prendre compte en amont? Puis qu'est-ce qu'on peut faire les prochaines fois pour prévenir? Parce qu'il y a des gens qui ont eu peur de tomber enceinte. Il y a des gens qui étaient régulières toute leur vie, qui, là, ont été irrégulières. Ça, c'est des témoignages qu'on a recueillis, notamment pour le texte. Oui, parce que moi, je me suis intéressée au sujet parce que 2 jours après le vaccin, j'ai déclenché, puis je suis une horloge, moi, puis c'était zéro. Zéro pendant... je n'étais pas supposée d'être menstruée à ce moment-là. Puis j'ai dit, regardons, c'est tout ça. Puis il y a quelqu'un qui m'a dit, oui, ça a l'air que ça se peut. Puis là, je me suis intéressée, puis j'ai vu l'étude en Colombie-Britannique qui était en train de... Puis je me disais que c'est vrai, ils peuvent juste y aller par questionnaire. Il n'y a pas personne qui a évalué... Tu sais, à moins que, là, en ce moment, avec une dose de rappel, ils peuvent-tu faire, tu sais, comme l'investigation qui a rapport à ça, mais sinon, ils peuvent juste y aller par témoignage en ce moment, là. Là, on revient à s'il y avait plus de femmes dans les équipes scientifiques, ce serait plus un réflexe de poser ces questions-là. Là. C'est la base, on a l'impression, mais c'est pas encore intégré. Puis on estime qu'il y a une 15aine d'années de décalage entre la recherche médicale et le moment où c'est mis en pratique. Donc, si on revient au fait que les femmes sont arrivées plus vers les années 2000, ben là, c'est normal que ça soit lent puis qu'on commence à profiter de ça. C'est ça. Le vaccin, ton adolescence a le temps de passer là, avant que... Le vaccin aussi, c'est comme la première fois qu'on a produit un vaccin aussi rapidement. C'est sûr que j'imagine. Puis mass-produce, là, c'est... Massivement. C'était pas un... on va tester... Non, c'était pour... tout le monde. Fait que, ouais, le monde entier. Le monde, c'est littéralement tout le monde, là. Tout le monde. Fait que c'est sûr. La ventilation de données, c'est vraiment un des trucs qui explique... ventilation. Le fait qu'une fois que les essais cliniques sont faits, si tu as pris la peine d'analyser les hommes et les femmes, ce qui n'est pas toujours le cas, mais après ça, tes données, ça meurt là. C'est une chose d'étudier les hommes et les femmes, mais est-ce qu'il y a une étude de la différenciation des hommes et des femmes, puis est-ce que tout est pris en compte? C'est ça aussi. C'est ces questions-là qu'il faut se poser, je pense. Là, ouais. Effectivement. J'avais justement une question qui n'a pas nécessairement rapport avec tout ça, mais en fait, c'est parce que je ne m'en souviens plus. J'ai dit, je vais leur poser la question, c'est intéressant ça dans la vidéo. C'est quoi un pudendum? Un pudendum. Alors ça, c'est bon. C'est déjà très laid. Il existe une nomenclature internationale de l'anatomie, qui est en latin, où tout le monde, le monde entier se réfère à cette nomenclature-là. Et jusqu'à tout récemment, pudendum, ça vient du mot pudere, vous excuserez ma prononciation latine, qui veut dire avoir honte. Pudere. Ça, c'est ça, à côté du mot vulve dans le fameux Grand Dictionnaire international. Et c'est ça. Maintenant... Ça voulait dire honte. Ça vient, c'est ça, de la honte, du shame. Et c'était à côté du mot vulve. Oui. Avant, ça désignait les organes génitaux des mâles et des hommes et des femmes, jusqu'à peu près à la moitié du 20e siècle, où là, c'est juste les femmes. On a irrité vous aviez plus d'hommes. Vous autres, c'était correct. Mais non, nous, on écrivait ça partout, ces murs, et tout. J'ai trouvé ça dans les portes d'aréna, dans les toilettes d'aréna. Ben oui, normal. Pudendum, mais non. Pudendum appelé Carrie. Mais on l'utilise encore. On utilise pudendal pour genre le nerf pudendal. Puis avant, c'est le nerf famille honteux. De pudeur. OK, I got it. Pudeur. Changer 4 en dessous pour une pièce, quand même. OK. Nos journalistes ont dû nous quitter et pour des questions très simples d'éthique journalistique, ne pouvaient pas participer à cette pige de boîte à cul. Mais c'est correct. On savait que on savait que ça se pouvait, fait qu'on a toujours un plan B. Moi et Preach allons participer à ça. Quand on fait un bébé, puis on veut... Oui, c'est ça la pilule du plan B. Justement, on en parlait dans le. C'était un super bon épisode. Je suis vraiment contente. Je vais checker dans la boîte à cul. C'est-tu moi qui pige ou c'est... Ah, vas-y, pige. T'as des affaires pleines. Oh, oui, pige. La dernière fois, c'est moi qui ai pigé. Pige dans la boîte à cul. Et sachez que ce qu'on est en train de piger là va être un prix qu'on va faire tirer à nos membres VIP de Patreon. Ça n'avait pas l'air d'un god. Ça n'a pas l'air d'un god. Non, ça a l'air d'une boule. Je sais pas ça a l'air d'une boule. Déjà, il y a un petit étui en velours. C'est bien. De Eros et compagnie. Eros et compagnie. On vous rappelle que vous pouvez avoir un rabais de 15% à Eros et compagnie sur tous les produits avec le code promo FALOP15, FA2LOPES 15. On
On a un chargeur. Je pense que c'est quoi? Je pense que c'est la petite fleur, là. La petite fleur pour la fleur, oui. Encore, c'est un Sonic. Un autre Sonic, Clitoral Sonic Massager. Ah, voilà, j'ai trouvé le bouton. Attends un peu. Moi, je ne connais pas ça. Ça a vraiment l'air d'une tulipe. C'est un massage, c'est un Sonic. C'est un Sonic Clitoral Massager. Mais c'est quoi Sonic? C'est des... Parce que moi, Sonic, en ce moment, mon garçon, il a 5 ans, là, fait qu'on s'entend-tu que Sonic c'est une petite bébête. Ouais. C'est une bébête bleue qui court vite. Ben, c'est ça. Tu peux venir vraiment vite avec ça. Ah. Et normalement, c'est comme une espèce de womanizer. Qu'est-ce que ça fait? C'est que ça fait... Tu sais, un haut-parleur. Oui. Un haut-parleur, quand ça fait ça, comme ceci, ben, ce que ça fait, c'est que ça bouge du son, dont Sonic. Oh, Sonic, shit. Fait que tu pèses ici. Oh! Est-ce qu'il vibre dans ta main? Ah, pas tant que ça. Tu colles sur le clitoris. Non, je sais, mais c'est parce que... Mais c'est ça, des fois, je me demande... Ça fait un espèce d'effet de sucction sur ton clitoris. Oui. Un petit peu, je vais essayer de montrer. Là. C'est comme un trou comme ça. On le voit-tu? On le voit. Tu vois? Les effets sonores sont parfaits. Tout est à... C'est quand tu colles ton clitoris, comme si tu rentrais ton clitoris, tu collais ton clitoris dedans, puis tu fais un espèce d'effet de succion avec différents modes. On rappelle que l'effet de succion est créé par l'effet de pulsion, en fait. De pulsion, c'est la vibration. C'est exactement. Ça. C'est fait comme un speaker, comme une bass, là. Comme la bass de Sébastien là, dans sa Honda Civic 94 montée. Là. Puis là, ça fait... En fait, c'est une ride de Harley Davidson. Ah! C'est une ride de Harley Davidson. C'est ça qui se passe. J'haïs pas ça. Moi, par exemple, avec ma bédaine, j'aime bien ça quand il y a une bonne perche pour le tenir. Parce qu'il y a plus de distance. Il faut que tu fasses le bon vieux. Mettre ta patte sur le coin du mur. Mettre ta face au coin du mur. Ta patte sur le bord du mur. Mettons que tu as un coin de mur. Ah, laisse faire, je te dis. Ça me regarde. Tu peux le faire dans la douche aussi. Mettons, tu sais, quand tu te rases. Ah, on peut-tu? One leg up. Il est-tu douche, lui? Attends une minute, je vais pas compter de menterie. J'essaie de... Je pense qu'il est... Oui, ben regarde, vu que c'est aimanté, là, ici, là, c'est pas un truc product manual. Encore, là, je veux dire... On-off. Il a l'air... Il est caoutchouteux, fait qu'il a de l'air hydrofuge. On va voir. Écoute, je ne sais pas qui va gagner cette fameuse rose pour vous titiller le bouton floral. This product has a period of warranty after the date of original purchase. On peut l'envoyer. Mais c'est cute. Je pense que c'est un bon vibromasseur pour le clitoris. Il n'y a pas tant d'options pour se le mettre à l'intérieur. Parce que c'est pas fait pour ça. C'est ça. Si tu le mets à l'intérieur, tu risques de... c'est zéro fait pour ça. Je sais, c'est ça. C'est que pour le... que pour le clitoris. C'est pour le capuchon. Probablement, tu peux l'utiliser pour la nuit, mais je veux dire... ça va suffire dans Peter. Si c'est ton thing, parfait. Mais non, mais de la nuit, ça a comme quand même la grandeur d'un rime. Fait qu'un rime qui vibre, je pense que ça pourrait être cool. Ça se peut, mais c'est pas fait pour ça. Non. Pour faire qu'on mette quelque chose dedans. Tu peux mettre ça ici. Tu comprends? Déposer, je vais pas dire le clitoris, mais je vais dire le capuchon. Je comprends. C'est pour aller mettre le capuchon à l'intérieur ici, le poser, là, c'est ça. Oui. Fait que ça dérange pas si tu t'es comme carried away puis tu mets plus de pression. C'est vraiment à l'intérieur, ça va continuer de vibrer, là. Donc, please always clean product before and after use, ouais. On lave avec les parties de silicone, donc tout ça, avec de l'eau et du savon antibactérien. C'est pas mal ça. Un classique. Mais ça ne dit pas que tu peux le mettre sur la douche ou pas. Mais en tout cas, peu importe. Je suis certaine que si vous allez sur le site d'Eros et compagnie, erosetcompagnie.ca, je crois. Oui. Vous allez pouvoir voir le produit, cliquer dessus puis avoir tous les détails. On souhaite bonne chance à tous nos abonnés VIP du Patreon. On vous remercie de contribuer financièrement à faire ce podcast et on apprécie votre fidélité et votre écoute, peu importe que vous soyez sur le Patreon ou non. La capsule numéro 2. Oui. La capsule numéro 2. C'est une gynécologue qui répond à des questions. C'est bien ça? Oui. Je l'ai beaucoup aimée parce que dès le départ, à un moment donné, elle disait, elle parlait des sécrétions, est-ce que c'est normal? Puis,
tout de suite, elle m'a eu quand elle a dit, il faut que tu te poses la question. Est-ce que ça pique ou est-ce que ça pue? Puis, habituellement, un médecin va dire, est-ce qu'il y a de la démangeaison ou des odeurs nauséabondes? Puis j'étais comme, mon Dieu, à chaque fois que tu veux parler aux jeunes, juste ça, on dirait qu'ils vont gaguer, tu sais. Mais est-ce que ça pique ou est-ce que ça pue? C'est un vocabulaire qui va directement, probablement, connecter avec le monde à qui vous avez envie de parler, j'imagine. Est-ce que c'était voulu ou c'est juste le call de la gynéco? Je pense que c'est pas moi qui est allée en tournage avec elle, mais je pense que c'est effectivement la docteure qui a choisi ce langage-là. Mais c'est sûr qu'il y avait toute une intention de rendre ça accessible à notre public. Ouais. C'est notre collègue Catherine Legault qui a recueilli les questions du public pour ça, puis qui était là pour les poser aussi à la gynécologue. Mm-hmm. Puis, tu sais, je pense que le ton qu'elle voulait donner à la vidéo, c'était justement un ton accessible. Donc, la docteure a suivi notre approche. Oui, c'est ça. Je trouvais que c'était du bon web. Parce que tu dis, je suis contente que Rad ait fait une différence entre sa télé et son web. En tout cas, c'est un commentaire que je vais dire. C'est notre objectif, yes sir. Ça marche, ça veut dire yes. Oui, c'est ça. La fameuse croyance populaire qu'en bas, les femmes sentent la mer. Oui. Puis j'ai aimé ça qu'elle, tu sais, parce que souvent, on s'excuse pour votre profession, mais il y a des gens, tu sais, il y a des gars, des fois, ils font « tout de ça sent le poisson ». Tu comprends? Et ça, pour moi, c'est complètement dégueulasse. T'as sorti tes 2 doigts. Ben oui. Mais tu mes amis d'enfants. Mais c'est ça qu'ils font, là. Ils sont comme une check dude. Tu leur fêtes. C'est pour le monde qui nous écoute audio. Fallait juste que je fasse l'image. Donc, puis, ça me fait rire à chaque fois parce que je me dis, oh mon Dieu, t'as sûrement jamais vraiment senti pour vrai quand ça sent vraiment le poisson parce que il y a une différence entre l'odeur naturelle de la vulve et l'odeur que, c'est normal si ça sent le poisson. Il y a un problème, là, ouais. Puis, il y a bien des filles qui savent pas la différence puis ils vont endurer ça. Fait qu'est-ce que vous a dit la gynéco par rapport à ça? C'est surtout quand ça change de ta vie normale. Tu sais, quand tu sens que il y a un gap qui s'opère, à la fois pour les pertes vaginales que pour les odeurs. Les odeurs, c'est jamais bon signe quand c'est vraiment fort prononcé. Là, c'est ça peut être toutes sortes une chlamydia, je pense, puis des infections vaginales. Des vaginoses tout ça. Mais elle l'a pas dit, là, mais la vaginite bactérienne. Okay. Il y a la vaginite à candida qui est celle avec des produits que tu achètes en pharmacie, là, ça fait des champignons. Fait que c'est du canestin et de différents. Mais la vaginite bactérienne, c'est vraiment une bactérie qui ça prend des antibiotiques. La vaginose. La vaginose, ou autrement appelée la garnerella. Puis ça Garnerella. Garnerella. Ça existe jamais. Je sais, pour de vrai, je suis désolée. Mais c'est moi, c'est ce que j'entends dans ma tête quand tu le dis. Mais c'est ça. Puis je me disais, tu sais, il y a des filles qui disaient, je comprends pas, je me lave, puis ça sent encore, puis je sais pas, puis tu sais, je suis pas normale. Puis il y a une fameuse pudendum qui vient avec ça. Ouais. Parce que il y a une honte qui vient avec le sexe féminin qui est placardée depuis. Jusqu'à quoi tu m'as dit tantôt? On remontait jusqu'à l'Antiquité. Mais il y a beaucoup de marques. Vous avez vu faire aussi, je constate, du marketing. Là. Je me rappelle, moi, des annonces de Vagisil dans le temps. Là. Un douchebag, c'est ce que c'est essentiellement. Un douchebag, c'est une douche. C'est exactement ça, tu sais. Mais il y a beaucoup eu, puis il y avait du marketing. Je me rappelle, là, tu regardais à une certaine heure, bizarrement, en même temps que les Feux de l'amour, tu regardais, mais il y avait plein d'annonces de ça, de trucs que faut que tu t'insères puis que tu te mettes là, un paquet de trucs. C'est un peu un marketing qui a été longtemps fait, années 80, c'est ce que je me rappelle, là, 90, même 2000 encore. C'était pas... Oui, vas-y. Non, mais un marketing aussi pour toutes sortes d'autres produits qui n'ont pas rapport avec l'hygiène féminine. Tu sais, on vend toutes sortes d'affaires avec des V puis des symboles liés à la sexualité féminine. On est comme fascinés par ça. Ça faisait partie de notre réflexion de départ. Ah oui. Puis sur les réseaux sociaux, on a trouvé, c'est ça, des invitations pour s'insérer du persil, d'autres herbes fraîches. Des ruches d'abeilles broyées, des ruches de guêpes. Des paillettes.
Oui, des bombes à paillettes. Oui, des bedazzled, là. L'œuf de Gwyneth aussi. L'œuf de Jade de Gwyneth Paltrow, ouais. Oh, oui. Oui. Tout ça me fait pester à chaque fois parce que je me dis, mon Dieu, tu sais, à part un... Tu sais, il y en a qui vont dire, ah oui, ben un œuf de Gwyneth Paltrow ou comme des boules chinoises, c'est quoi la différence? C'est pas grave. Puis tu fais, oui, mais l'objectif est pas nécessairement le même derrière. C'est l'intention qui est en arrière aussi. Oui, c'est ça. C'est pas l'objet, c'est un œuf de jade, OK, whatever, que ça marche pas. Je comprends. C'est l'intention en arrière. Qu'est-ce que tu as voulu faire? Qu'est-ce que tu as voulu utiliser? Puis essentiellement, c'est que tu as voulu utiliser pas le point faible, mais la vulnérabilité. Ouais. La vulnérabilité de quelqu'un pour vendre un produit qui... Puis si personne te le dit jamais que t'es pas supposé sentir la mangue, là, mettons, là, ou tu sais, les fleurs, c'est sûr que t'es un bon public pour te faire une douche vaginale à l'adolescence, puis mais la fleur. Te décoller la fleur. De la génération qui a vu cette pub-là de « Maman, je suis pas fraîche. Je me sens pas toujours fraîche. » Oui! Puis que je pense que Rocky Bézarey avait fait une parodie exactement. de cette pub-là. Ouais. Que je ne sais plus qui jouait la fille. C'était Guilla Lepage. Maman, je me sens pas toujours fraîche. Puis c'était, tu dis, oh mon Dieu, non seulement il y a quelqu'un qui a osé mettre sur le marché quelque chose qui fonctionne pas, mais qui nuit. Donc, c'est pas juste que ça fonctionne pas, c'est que ça empire la situation. Puis on a validé ça sans problème. Mais les autres se sont dit, plus ils vont en mettre, plus ils vont puer, plus ils vont vouloir en acheter. Moi, ça me donne envie de kicker des fourches de gars ou de peu importe qui décide de le faire. Là. Mais comme... On essaie de les laver avec les pas. On n'a pas besoin de les laver de l'eau, tout le monde. C'est ça, la docteure Laflamme a dit de l'eau. C'est juste besoin d'eau. Exactement. C'est un four auto-nettoyant, comme Justine l'a si bien écrit. Exactement. Puis, tu sais, si pour une raison X, je sais pas, moi, tu sais, je veux dire, comme t'as tes règles, tu viens d'avoir une relation sexuelle. Moi, d'ailleurs, je suis une très grande fan du bidet. J'ai vu très écologique. D'accord. D'accord. Oui. Très écologique, mais ça fait de la bonne job, là. Ah oui, c'est rendu une question de confort. Écoute, c'est une question de confort. T'es heureuse. C'est underrated. Avant d'aller te coucher. Je trouve ça bizarre en première fois, puis après ça, tu l'essaies, t'es comme genre, ah ouais, hein? Ah, c'est ça qui se passe. Oh, ouais. Moi, j'endure même celle-là qui a pas les deux tuyaux, là, frette. Ah, juste l'eau froide. Oui. En février, là, ça réveille comme un bon café. Oh, OK. Ready to start the day. Ça saisit. Puis, mais je sais aussi, par exemple, que certaines m'ont préféré un savon, puis elles conseillaient quand même le savon doux, sans odeur. Ouais. Puis, je le prône depuis très longtemps. Moi, c'est pas nécessaire d'acheter des produits, tu sais, des savons vaginales. Là. Ils en font aussi du marketing à côté, là, avec les condoms. Là, ils mettent tout là. Moi, j'avais déjà acheté ce gel-là parce que je le trouvais vraiment doux, puis naturel, puis finalement, c'est devenu un démaquillant. Mais en tout cas, ça marche. Moi, c'est mon nettoyant à Divacop. C'est le seul que j'amène en vacances. C'est ça, exactement. C'est ça. Tu veux, fait que il y a quelque chose avec, plus tu mets de parfum, puis plus l'intérieur de ton vagin va bad tripper parce que tu es en train de scraper l'équilibre de cette affaire-là, puis plus tu le scrapes, puis plus il va sentir différent que ce qu'il est supposé sentir. Moi, je considère que c'est comme un peu une piscine. OK? Corrige-moi si j'ai tort. Je trouve que c'est une piscine. C'est comme une piscine. Il y a un pH. Tu sais, des fois, tu perds ta piscine parce que du monde sont baignés avec leur crème solaire. Là, tu perds ta piscine. Faut que tu rééquilibres le pH. Il y a plein d'affaires qui peuvent déséquilibrer un pH. D'affaires que tu manges, que tu bois beaucoup d'eau, moins d'eau. Stérilets peuvent changer une odeur dépendamment de la marque, comment ça réagit avec ton corps. C'est ça. Puis chaque piscine réagit différemment à différents... Non, mais lâche-la pas, là. J'essaye très fort. Chaque piscine réagit différemment dépendamment de l'eau, peu importe. Tu sais, des fois, tu vas en voyage. Mettons, si tu vas en voyage en Jamaïque, l'eau qui s'utilise dans les robinets en Jamaïque, ça se peut que ça débalance ton pH. Si tu portes, t'as trouvé cute ta culotte de satin, porte des culottes de coton. Ça se peut que ça débalance ton pH. Chez nous, mon conjoint, il trouve ça bien plate que rien sans rien. Tout sans rien. Parce que mon assouplisseur sans rien, mon savon à linge sans rien. Puis lui, parce que moi, tu peux pas mettre des bobettes qui a du, tu sais,
Tu sais, les fameuses billes. La vaginite en peau. La vaginite en peau. Mais ça, c'est une vaginite en peau pour moi, puis c'est aucun problème, tu sais. Fait que là, j'ai dit, garde, moi, j'achète un savon qui n'a pas d'odeur dedans, je t'achète de la vaginite en peau, tu mettras sur tes vêtements à toi, dans tes brassées à toi, puis moi, j'en mets pas, tu sais. Fait que c'est facile de même. Non, on règle ça de même. Mais j'étais comme, tu sais, on s'est rencontrés, j'étais quand même fin trentaine. J'ai fait, ça me fascine toujours de rencontrer un homme qui a toujours eu des femmes qui n'avaient aucun problème avec ça. Je pense que je les envie même. Mais c'est juste, parce que même moi, avant d'avoir des relations sexuelles, j'ai eu des vaginites dans ma vie. Puis ça fuck une fille parce que tu fais comme, j'ai jamais rien mis en dedans. Comment ça qu'en ce moment, j'ai le goût de me rentrer une brosse à cheveux puis la tourner, tu sais. Comme tu fais, c'est pas normal, là. Fait qu'il y a quelque chose à quelque part que la communication se passe pas, là. Il manque d'informations, puis c'est pour ça que j'ai pas mal trippé sur vos capsules parce que je me disais, mon Dieu, Mélanie, 14 ans, elle aurait capoté, tombé là-dessus. Je pense que toutes les mères de jeunes enfants veulent se servir de ça comme outil pour les regarder avec eux autres. Tu sais, ça existe des livres, là, mais on sont de moins en moins lecture. Moi, j'ai aucun souvenir secondaire de vaginite. De vaginite, non, d'informations de ce genre-là. Là. Non, moi non plus, là, c'est que t'apprends comme... Je me souviens d'avoir appris au compte-gouttes, puis c'est intéressant ce que tu soulèves parce qu'on est super vulnérables, les femmes, à tout ce qui est vaginite, mais aussi infection urinaire, juste à cause de la manière dont notre anatomie est faite. Puis dans nos recherches, on avait lu d'ailleurs sur les infections urinaires que les femmes connaissent pas grand-chose là-dessus puis sont super à risque d'en faire. Fait que c'est vrai que c'est ça. Nous, on fait un survol dans notre série de vidéos, mais il y a comme tellement d'autres sujets qu'on pourrait explorer. Oui, à chaque fois qu'on poste quelque chose, quelqu'un dit « j'espère que vous allez parler de sécheresse vaginale, par exemple, ou de telle autre condition. » On n'a pas pu faire un contenu sur chaque... D'ailleurs, la gynéco, elle m'a parlé un peu de la sécheresse vaginale, puis j'ai l'impression qu'elle a beaucoup orienté ça vers la sexualité et le désir sexuel, sans même oublier en oubliant de mentionner que ça se peut que tu sois avec du désir dans le tapis, mais que tu n'en aies pas de la lubrification. Puis ça existe aussi, puis il ne faut pas t'en faire, puis que c'est normal que tu prennes des lubrifiants qui sont vendus pour ça, là, dans le sens que c'est pas grave, c'est pas juste une question de préliminaire. Là. Des fois, c'est une question où c'est que tu es rendu dans ton cycle, où c'est puis des fois, c'est juste que toi, tu n'es pas faite de même. Il n'y en a pas autant que d'autres, puis il y en a d'autres qui font juste trouver les yeux beaux, puis leur culotte est à moitié mouillée, mais ça n'a rien à voir avec juste du désir. Mais c'est qu'il y a beaucoup de désinformation qui a eu lieu avec la pornographie, avec les sites comme ça, que c'est ça, là, c'est directement lié. Quelqu'un a du désir, la personne est mouillée. Gars-fille, là, c'est lié. Fait que c'est comme même en parler avec un partenaire, ouais, mais là, c'est impossible. T'as pas envie. Non, l'expliquer, le dédramatiser avec quelqu'un qui le sait pas. Non, tu vas avoir bien de la culpabilité là-dedans, mais c'est d'en parler, de faire comme, non, c'est juste que ça se passe pas, j'ai besoin de lubrifiant. Il y a des gars, je sais pour un fait qu'il y a des gars qui prennent ça personnel. Absolument, qui prennent ça personnel parce qu'ils peuvent pas comprendre, parce qu'ils sont faits, pas endoctrinés, mais ils sont faits. C'est ça, le marketing, c'est ça, de la pornographie, il a toujours été comme, c'était 1 + 1 est égal à ça. De la même façon que tu vas dire à une fille que t'es pas venue parce que, pas ce soir, ça se peut qu'elle fasse ça, voyons, c'est impossible, tu sais. Ils viennent tout le temps, tu sais. Il y a beaucoup. Qu'est-ce qui est fun avec Internet, c'est qu'il y a beaucoup d'informations. Qu'est-ce qui blague avec Internet, c'est qu'il y a beaucoup d'informations, tu sais. On a comme le problème, la solution du problème. C'est ça qui est écrit un peu. Mais c'est parce que quand t'as l'impression que ça tombe dans une culture populaire de « Oh, man, elle est wet », puis t'es comme « c'est pas l'indicatif principal. » Oui, mais décroche. Ouais! C'est exactement. Oui, mais décroche. OK, là. Oui, mais décroche. C'est pas tant un indicateur que ça, là. Ça en dit plus sur elle, comment elle fonctionne, que toi, comment t'es chaud, là. Fait que, pipe down, là, bring it down 20%, là, t'sais. La troisième capsule pour le troisième reportage. On va y aller, Caroline. On va y aller dans les vrais termes, là. Excusez, parce que vraiment, ça mérite le titre. Va sortir un jour avant que nos abonnés aient accès, parce que on va l'uploader pour nos abonnés presque en même temps que la capsule va sortir. Alors, allez voir ça si vous êtes des fans des Fallops et que vous l'écoutez en même temps. Là, les 3 capsules vont être sorties. C'est sur les fausses couches.
Et moi, je savais pas qu'est-ce que tu étais pour m'envoyer quand tu as dit « Ah, il va en avoir 2 autres », puis tu me les envoyais. Puis j'ai même pas regardé, j'ai juste vu que le lien était bleu, puis j'ai cliqué. Puis il a fallu que je fasse que « Oh, attends un peu, je vais m'installer pour le regarder, ça là, parce que moi, j'en ai vécu une. » Puis je ne savais pas, tu sais, que c'était pour être ça. Puis là, j'ai fait « OK, il va falloir que je prenne le temps de le regarder comme faut. » Ce qui m'a aidé à le regarder comme faux, c'est que mon garçon aujourd'hui était malade, puis il arrêtait pas de crier en arrière. Puis j'ai comme fait, c'est correct, finalement j'en ai un, mais comme tu me gosses là, il faut que j'écoute une capsule. Fait que ça aide un peu. Mais sinon, il y avait quelque chose de très humain dans le traitement d'une tragédie humaine, on va se le dire. Ça reste quand même pour certaines personnes une grande tragédie. Puis on a vu. J'ai trouvé le traitement et le montage fait de A à, tu sais, on dirait qu'on partait de la joie de faire, hey, il est là, puis on sentait le coup de masse, il est plus là, puis on sentait après comment qu'on se fait traiter, puis on sentait après là comment qu'on en ressort, tu sais, fait que moi je l'ai vécu avec elle le fil, là. Je l'ai revécu avec elle, puis ça m'a fait du bien de le revivre avec une gang parce que je me disais Colin, on n'est pas toute seule là-dedans. Moi, je me suis sentie très toute seule jusqu'à temps que j'apprenne la statistique. Que c'est une personne sur 6, en fait, va subir une fausse couche dans les 12 premiers mois de la grossesse, selon l'Institut de la statistique du Québec. Ben c'est ça. Je suis journaliste. Oui, ça va, c'est bien correct. C'est exactement ça qu'on veut. Fait que, puis quand tu dis une personne sur 6, tu vois, ma médecin n'était pas à jour parce que quand ça m'est arrivé, elle avait dit à peu près une personne sur 5 qui vit ça. Elle n'était pas loin. Puis là, je me souviens, je m'étais mise à obséder. Je regardais les femmes passer dans la rue, puis je me disais, peut-être elle, peut-être elle. Tu sais, puis je comptais dans ma tête, puis je les voyais, puis je me disais, mais on est donc bien. Et pourquoi j'ai jamais entendu parler une fille qui m'a parlé de cette expérience-là? Fait que, qu'est-ce qui vous a donné l'idée, vous? Tu sais, moi, je la comprends, l'idée, mais pourquoi vous avez décidé d'aller dans cette idée-là? Ben, je me souviens plus exactement de la cause, mais je me souviens que dans les discussions, une des choses qui était ressortie, c'était l'été passé, il y a Sarah-Jeanne Labrosse qui en a parlé, puis elle en a parlé à son podcast, puis tu sais, on était comme, en tout cas moi j'étais surprise de voir qu'on en parlait parce que j'ai des amis autour de moi qui ont vécu des fausses couches, puis c'est quelque chose de très tabou, j'ai l'impression, je l'ai pas vécu personnellement, mais puis c'est quelque chose que chacun d'entre nous, je pense, était capable d'observer dans son entourage, puis Sarah-Jeanne aussi en parlait dans son podcast, puis on s'est dit, il y a clairement un besoin d'en parler davantage. Puis c'est là que Angie, en faisant des recherches, est tombée aussi sur le groupe Fausse Couche Québec qui existe sur Facebook, où là, il y a plein de femmes qui se rassemblent pour discuter un peu de ce traumatisme-là, parce que ils ont de la misère à en parler avec l'entourage. Souvent, on trouve pas nécessairement les mots, tout ça. Fait que je pense que ça part beaucoup d'une observation de tabou autour de la fausse couche, puis de femmes qui... Ce que Sarah-Jeanne disait, là, c'est que dans le fond, on n'avait pas vraiment parlé à son entourage, tu sais, puis elle vivait avec ça, tu sais, sans en avoir parlé. Puis c'est ça, il y en a qui en parlent, mais il y en a d'autres qui le disent jamais. Oui. Bien, il y a comme à un moment donné, un moment où est-ce que quand tu es enceinte, tu décides, est-ce que j'en parle tout de suite à mon entourage ou j'attends la fameuse barre du 2 mois? Ça veut dire beaucoup, déjà là, de dire, oh mon Dieu, ça veut dire que si... Parce que j'aime mieux pas le dire tout de suite parce que si j'ai une fausse couche dans 2 mois, il va falloir que je redise à tout le monde que finalement, j'en ai pas. Fait que, tu sais, ça va être de vivre la déception plein de fois. Ça, c'est un enjeu que moi, j'avais déjà pensé, avec ma copine, que si on a un enfant, là, moi, c'est sûr que je fais ma gueule. Jusqu'à temps que ça se voit, genre. Hey, quitte à rester à la maison pour voir personne, l'annoncer, juste... Ouais. J'ai vu trop de fois des annonces, puis après ça, tout arrive, puis tu comme, puis comment ça, puis c'est comme, ouais, non, oh, ok, c'est réel. Moi, dans ma communauté, c'est vraiment, oui, il y a beaucoup de tabous, ok. Moi, je suis très privilégié, j'ai une relation avec ma mère qui est quand même très ouverte là-dessus, on peut vraiment bien parler. Puis je me suis rendu compte que c'était aussi proche de nous autres quand j'ai posé la question à ma mère. J'ai dit, pourquoi moi puis Pascal, ma grande sœur, pourquoi on a 3 ans et demi de différence? Est-ce que ça vous tente? Non, c'est ça. Puis là, on a eu la discussion. Je suis comme, ouais. Puis elle était comme, mais regarde-moi pas comme ça, là. C'est ta tante, c'est telle personne, c'est telle... T'es en train de m'énumérer le nombre de personnes
Puis j'étais comme, oh, snap. Puis après ça, j'en parle à ma blonde, puis elle me dit, ouais, mais il y a ma mère, puis il y a ci, puis il y a ça. Elle savait. Je veux dire, j'imagine que, québécoise, peut-être que c'est un petit peu plus ouvert, mais quand même tabou. Très tabou. Je suis conscient de ça, mais quand j'en ai parlé, c'était comme, ouais, là. Puis moi, j'ai eu un choc. Je sais que c'est pas... Ça va pas m'arriver à moi, mais c'est très proche de moi, tu sais. C'est juste là que tu te rends compte. Moi, j'ai pas la chance, mais ouais, j'ai la chance d'avoir cette relation-là avec ma mère, puis j'ai été capable d'en parler, mais les gens sont pas conscients. Les gens sont pas conscients à quel point c'est là, c'est présent, puis c'est autour de nous. Les pères aussi sont affectés. Ils sont super impuissants. C'est pas juste les femmes, mais les pères aussi sont affectés. Là. Ouais. Pensez-vous que, étant donné qu'on est... C'est presque une nouvelle ère d'avoir peu d'enfants, sur une échelle de l'histoire, là, surtout l'histoire du Québec, est-ce que la fausse couche a une plus grande signification étant donné qu'on n'en a pas beaucoup? Parce que quand t'en as, mettons, 6, 7, puis que le prochain, c'est une fausse couche, peut-être qu'il y a des femmes qui faisaient comme avoir un petit break. Puis après ça, 2 autres. Dans le temps, il y avait la religion, fait que c'était comme, là, je viens d'avoir une fausse couche. Ouais, mais t'es ready, là. Fait que... Ouais, tu peux recommencer le mois d'après. Mais je pense que c'était quand même un soulagement. En tout cas, j'ai pas fait de recherche là-dessus, mais ma grand-mère me racontait cette histoire-là. Dans sa famille, c'était comme un soulagement. Un de moins, une bouche de moins à nourrir, ça va étirer un peu plus la patente. J'imagine aussi, c'est une hypothèse, là, mais aussi on fait des enfants, je pense, un peu plus tard, en termes d'âge. Je pense qu'avant, ils faisaient plus jeunes. Je pense que les risques de fausse couche augmentent avec l'âge. Oui. Donc, je ne sais pas si ça peut jouer aussi dans les statistiques, mais ça, c'est vraiment, j'en ai aucune idée. Là. Je me pose la question moi-même. Moi, j'ai eu ma fausse couche à 38. Puis, ça m'est venu à l'esprit de me dire, oh, mais là, j'ai pas 10 ans là, pour essayer d'avoir des enfants. Là. Si je fais 2, 3, 4 fausses couches back-à-back, comment, tu sais, j'ai pas la fraîcheur du début ou mi-vingtaine. Fait que je me souviens d'avoir une médecin qui était quand même... consciente des enjeux, qui m'avait dit profitez-en, le docteur Barrett est en train d'enlever l'aide à la procréation assistée. Fait que ouvre ton dossier, va faire tes tests, va voir si ton système fonctionne, dans le sens qu'ils te mettent de l'air dans les tubes, puis il voit au moins si tout ça est débloqué, puis il va voir par rapport à ton chum, au niveau de le compte de sperme, puis à savoir le compte de sperme, ça le même. À voir si il y avait aussi puis la mobilité, puis tout ça. Fait que on avait comme fait un début des démarches, mais tu sais, t'es tellement à terre après une fausse couche, puis tu sais, vous avez beaucoup traité de comment justement les femmes reçoivent les soins après une fausse couche. Puis c'est vrai que tu as l'impression que la personne en avant de toi, elle en a vu plein, elle, mais toi, c'est ta première. Puis des fois, tu fais comme, oh mon Dieu, elle n'a pas la même sensibilité que moi à ce sujet-là, puis toi, tu es en train de pleurer ta vie, puis elle a fait comme, hey, c'est pas la première fois, tu vas voir, dans 1 an, tu vas être ici avec ton prochain bébé, puis ça va bien aller, puis tu peux recommencer le mois prochain, puis t'es comme, je suis décrit, je recommencerai pas le mois prochain. Mon corps, il a besoin de redevenir mon corps. C'est comme s'il avait fait une grossesse pendant 2 mois, là, c'est pas... Fait que c'est comme remettre une grossesse par-dessus une grosse... Tu sais, en tout cas, pour moi, c'était pas une option. Et je me souviendrai toujours, quand j'ai fait la fausse couche en tant que telle, c'était au moment où est-ce qu'on me disait, c'était l'échographie, le classique, là, j'étais allée faire mon échographie, on s'attendait à attendre un cœur qui bat, puis finalement, on me dit, écoute, on l'entend pas, mais tes 8 semaines pile, des fois, on l'entend pas beaucoup, va faire ton échographie en haut pour finalement avoir un sac amniotique atrophié de 7 semaines à peu près. T'sais. Fait que techniquement, ça faisait 1 semaine déjà, puis c'est pas pour rien que j'avais du spotting, tu sais, comme... Et là, on me dit, ben, retourne chez vous, puis si t'as mal, prends des Tylenol puis des Advil. Fait que là, tu fais comme, OK, puis ça va s'évacuer tout seul. Puis là, tu fais comme, OK, je vais aller vivre ça avec mon chum à la maison. Mais là, pendant la nuit, j'ai des douleurs atroces parce que c'est comme des contractions, mais tu sais pas que c'est comme des contractions parce que tu n'as jamais eu ça de ta vie. On t'avait pas prévenu que ça se pouvait que ça arrive? OK. Ben, elle a dit oui parce que ça va faire mal. Fait que prends des Advil, des Tylenol, ça se peut que ça fasse mal.
Mais là, écoute, je disais à mon chum... Ça se peut que ça fasse mal, c'est très vague. Oui, c'est pas clair. C'est Non, ça. C'est pas clair. Ben, ferait pas j'imagine qu'il y en a d'autres qui c'est vivaient la autrement. seule information qu'on donne. Ben là, fait que Ouais. puis tu sais, elle te donne l'information, puis tu pleures. Fait que tu pognes à moitié des affaires, anyway. Puis tu sais, t'es un peu déboussolé. Puis là, ton chum à côté de toi, il pleure aussi. Fait que tu sais, t'es comme... Hey, ben, en tout cas, dans mon cas, puis... Fait que finalement, on retourne à la maison, puis là, à un moment donné, après le milieu de la nuit, je le réveille parce que je shakeais de partout, puis j'étais plus capable. Là, j'étais comme... Puis tu sais, t'es pas dans ton assiette. Fait qu'après, à place de prendre des Advil, puis des Tylenol, j'avais pris bien trop d'Advil. Puis là, tu sais, ça t'aide pas, là, avoir pas mal au ventre, là, ben des Advil. Fait que j'étais déboîtée, puis j'étais comme là, il faut que tu m'emmènes à l'hôpital. Je sais pas ce qui se passe, mais je suis pas bien. Puis, tu sais, j'ai chaud, puis tu sais, bon, tout ça. Puis je dis, ça arrête pas de couler. Puis là, ça dit tout le temps, si tu remplis plus qu'une serviette à l'heure, nanana. Fait que là, tu paniques. M'emmène là-bas, j'ai de la misère à me rendre jusqu'à la fenêtre, puis là, elle fait comme, ben, venez, asseyez-vous. Puis là, après ça, elle m'amène, puis là, elle fait, ben, vous faites une fausse couche. Puis là, j'ai dit oui, fait qu'elle me donne, elle dit, tu pris des médicaments? J'ai dit oui, des Advil. Elle me donne 2 Tylenol, puis elle fait, ben, va t'asseoir dans la salle d'attente, puis dans 1 heure, mets ta serviette dans le sac de papier brun qu'il y a là. Fait que toi, t'es à travers du monde qui font en plein milieu de la nuit, assis sur une petite chaise en plastique avec ton chum, puis tu fais ta fausse couche là, attendre dans ta salle d'urgence. Puis tu fais comme, je peux pas croire que je suis en train de vivre ça, puis je peux pas croire que notre système médical offre pas une dignité quand tu es en train de perdre ton enfant, tu sais. Puis je me souviens à quel point j'étais fâchée. J'avais une colère en dedans en me disant, je peux pas croire que c'est comme ça qu'on traite une femme enceinte qui vient de perdre son enfant. Puis, je suis pas de l'autre bord du mur. L'autre bord du mur fait comme, on n'a pas de ressources, on n'a pas de place. Si tu veux qu'on te mette. Tu sais, je sais pas ce qu'ils se disent, mais il reste que j'étais outrée de tout ça. Puis, la seule façon que ça m'avait aidé, j'avais écrit un texte dans Urbania qui s'appelait « Mon utérus est en burn-out ». Je pense que c'est encore un bon texte. Je l'ai relu après avoir fait ça. Puis, je m'étais dit, Colin, le seul groupe de soutien que j'avais trouvé, ils les appelaient les mamanges. Pour des mamans d'ange. Puis moi, avec mon cerveau d'humoriste, j'étais comme... On dirait que je l'ai mangé, tabarnak. J'étais comme fâchée du titre. J'étais fâchée de tout, tu peux comprendre. Là. J'étais pas dans mon assiette. J'étais comme, mais c'est pas dégueulasse comme titre, on dirait que j'ai mangé mon enfant. En tout cas, c'était quelque chose. Fait que autant que je me dis que ça va faire énormément de bien à du monde, je pense que si jamais vous avez vécu une fausse couche, il y a un endroit pour écouter ce document, ce reportage-là, parce que vous allez voir, il y a beaucoup de femmes qui parlent, qui donnent leur opinion, puis leurs vécu. Expériences. Ouais. Puis ça te ramène beaucoup au tien. Puis pour ceux et celles qui le savent pas, c'est quoi? Mais mon Dieu, allez le voir, allez l'écouter. Pour le corps médical, écoutez-le 1000 fois. Tu sais, comme il y a quelque chose là-dedans. Est-ce que vous avez eu de la difficulté à obtenir des témoignages? Y avait-il beaucoup de monde qui voulait en parler publiquement? Ben, en fait, c'est sûr que justement, il y avait quand même un intérêt de certaines femmes de parler, mais en parler publiquement, c'était plus difficile. Il y a des femmes qui avaient démontré l'intérêt de nous parler, puis qui n'étaient pas prêtes à le faire de manière, devant la caméra, pas de manière anonyme. Là. Probablement qu'il y a des gens qui ne le savent même pas dans leur famille proche d'eux. Non, c'est ça. Il y a comme encore là, il y a une honte autour de ça, un espèce de je suis pas capable, j'ai pas fait la job que je suis supposé faire. Certaines, j'imagine, c'était trop difficile, trop récent aussi. Mais c'est ça, il y a notre vidéo, mais il y a aussi, comme je disais, le groupe Fausse Couche Québec aussi, qui est un groupe de soutien. On lisait dans les commentaires aujourd'hui de la vidéo, il y a une femme qui référait au site SOS Grossesse, qui donne l'information pour les femmes qui font des fausses couches, notamment que c'est possible de prendre, selon la loi sur le travail, un congé de maladie après avoir fait une fausse couche. C'est vrai, ça? Qui est non rémunéré, par contre. Non rémunéré, mais c'est un droit de prendre congé après une fausse couche. Donc, c'est une des choses qui nous réfère à la loi. Là, donc, Ah, ben c'est correct. Ben, en fait, ça s'applique à des gens qui ont des boss. Là. Moi, dans mon cas... Ouais, c'est ça. Bon, j'irai pas. Dans ton cas, tu peux prendre un congé puis il va pas te payer. C'est ça qui était le pire. Mais check bien, c'est ça qui était le pire. Puis, c'est que dans mon cas, oui, je peux prendre un congé, mais moi, 2 jours après, j'avais un enregistrement télé. Fait que, tu sais, comme, si tu flushes ton enregistrement télé, parce que c'est une équipe, là, c'était une hebdomadaire, puis on travaillait nos textes du lundi, puis le vendredi, on le faisait. Fait que, tu sais, tu te dis, qu'est-ce que je fais? Je me fais-tu remplacer? Je le fais-tu pas? Puis je me souviens d'avoir dit à ma productrice, je suis en train de vivre ça, donnez-moi pas de curveballs, je vais faire la job, là, mais lancez-moi pas de balle courbe, là, parce que je suis pas trop dans l'assiette.
je vais faire mon number parce qu'il est écrit. Puis je me souviens d'avoir été sur scène à dire, je peux pas croire que je suis en train de faire un number avec encore des segments dans mes culottes. Pendant que je vis un deuil. Oui, puis encore là, on dirait que tu fais comme demain. Puis je me souviens, par exemple, de te retourner chez nous, puis il m'a dit, la vie continue, puis ça a quand même fait un peu de bien. Fait que, tu sais, des fois, tu sais jamais comment que le monde va le vivre, puis comment que ça va se passer. Puis je voyais aussi des filles qui disaient, je me surprends à chaque année à me dire, il y a tel âge, ou mes jumelles auraient eu tel âge. Puis on dirait que moi, tu sais, il y a pas de bonne ou de mauvaise façon de le vivre, là, mais moi, ça m'est jamais pas, tu sais. Il est plus là. Tu sais, j'ai pas de... J'avais pas créé une vie, j'imagine. Mais c'est vrai, par exemple, parce qu'il t'explique comment les inquiétudes du deuxième. Il y a une fille qui le dit bien dans la vidéo. Mm-hmm. Ouais. Elle parle de comment elle se sent, puis elle dit, mais tu peux pas vivre une belle grossesse dans la joie après. Ben, t'as toujours un stress. C'est ça. C'est sûr que tu y penses, là. Le back of the mind est là, il y a comme le doute, il y a cette espèce d'ombre-là, pas cette épée de Damoclès, là, mais t'as ce truc-là qui te hante, qui est toujours là, tu y penses toujours, c'est sûr. Si c'était moins tabou de base, on pourrait le ventiler avec, avec des collègues, avec des amis, de la famille. T'sais. Justement, le fait qu'on parle jamais de la grossesse avant d'être safe, puis que là, après, on vit le deuil tout seul parce qu'on n'avait pas dit à personne qu'on vivait une grossesse, c'est comme ça augmente. Ben moi, il y avait des raisons, c'est pourquoi j'avais pas dit que j'ai fait une grossesse, parce que j'avais peur de pas avoir la job, là, mais... Ouais. Bon, ben ça, c'est un autre histoire, là. Enceinte, ils voudront pas m'embaucher pour le gig. Mais tu sais, je savais que je pouvais finir la saison, là, c'était pas ça le problème. Mais oui, tu le sens, ça, que tu fais comme, il y a un petit quelque chose qui fait que ta grossesse a pas la même genre de légèreté que d'autres personnes peuvent vivre. Puis encore là, je veux dire, chaque grossesse a ses problèmes. Là. Je veux dire, il y a du monde que je connais qui vomissait 2 fois par jour jusqu'à temps qu'il... C'est pas une compétition de qui le pire ou whatever, là, mais c'est juste que c'est ça, chacun a son lot de problèmes. Là. Mais c'est vrai, il y a tellement un tabou là-dessus. C'est weird comment tu veux pas t'attacher. Tu fais comme, je vais attendre un peu. Tu sais, moi, je me souviens, j'y parlais pas trop au début. En me disant. Ah ouais. Ben oui, parce que tu sais, au début, tu y parles, t'es comme. Oui. Puis là, tu sais, comme 8 semaines plus tard, t'es comme Fait que là, j'attendais. J'étais comme, je sais pas t'es quoi encore, je sais pas ce qui va se passer, ça s'en vient, on va se parler tantôt. on s'en rejase. On s'en rejase plus tard. C'est juste une question de pas trop faire un lien jusqu'à temps que j'aie un feeling. Mais c'est ça, ça te cochonne, ça te teinte un peu tes grossesses futures. Est-ce que vous avez d'autres projets avec RAD par rapport à d'autres capsules qui s'en viennent? Oui, bien, il y en a une sur la contraception, sur la charge contraceptive, en fait. La charge contraceptive. Oui. Donc, c'est la question de... En fait, c'est qu'on remarquait qu'il y a de plus en plus de vidéos de femmes et d'hommes qui se questionnent sur la charge contraceptive. Là, sur Internet, il y a des femmes qui retirent leur stérilet en direct sur TikTok. Eux-mêmes, il y a des femmes qui se confient sur pourquoi ils ont arrêté la pilule. On se demandait, est-ce que les hommes pourraient prendre une partie de la charge contraceptive? Qu'est-ce qui existe comme option, outre le condom, par exemple, et la vasectomie? Puis on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas grande option, mais ça donne un topo super intéressant sur la contraception, autant des femmes que des hommes. Là. C'est comme les trucs en développement aussi. Mais c'est ça, on vient de développer une pilule pour les hommes. Oui. Puis c'est ça. Encore là. Au pire, allez, on vous en réinvitera. Pardon. Mais... c'est moi qu'il va falloir qu'ils vivent la procédure après, si jamais je veux pas cet enfant-là. Fait que je suis pas certaine que je trosserais quelqu'un d'autre pour prendre une pilule. Oui, mais c'est moi qui va dealer avec si moi je le veux pas, puis toi tu le veux. Oui, fait que moi, je pense que je prendrais cette pilule-là. Oui, mais si tu la prends, je serais super contente. Mais j'arrêterais pas de prendre la mienne. On n'est pas ensemble, mise au point. On n'est pas ensemble. Non. C'est pas ça qu'on est en train de... C'est pas ça qu'on est en train de dire. Ça fait 2 ans qu'on fait le podcast. Tout le monde sait qu'on est en couple chacun de notre bord. Mais c'est ça l'affaire. Je suis pas en train... C'est ça l'affaire, c'est que... Mais si lui, il apprend, moi, j'arrêterais pas de prendre la mienne. Tu comprends? Je dis pas le contraire. Hey, you take a pill, I take a pill, everybody take a pill. Il n'y a pas de problème. Sauf que, tu sais, les histoires d'horreur, on en a tous entendu. Des deux côtés. Mais oui. Fait que moi, s'il y a un truc qui est disponible, moi, c'est sûr que je dis aux boys, hey, les boys,
prends-la. Oui. Tu vas juste être doublement assuré. Une raison de plus. Une raison de plus, padé, là. Tu comprends, d'être padé. Après ça enlève pas la contraception, là. Je veux dire, ça enlève pas l'utilisation du condom, mais je veux dire, on peut te faire un quiz de qu'est-ce que tu prendrais puis qu'est-ce que tu prendrais pas. Ouais, justement, moi, j'avais envie de rebondir avec une statistique parce qu'il y a une étude qui vient juste d'être publiée qui montre qu'il y a près de 70% des femmes qui seraient comme favorables à laisser les hommes gérer la contraception dans le couple. Mais quand on leur explique qu'est-ce qui est disponible pour les hommes, ça descend à 47%. Donc, tu sais, puis bref, ça nous amène à parler de c'est quoi qui est disponible pour les hommes? Ben, il y a le condom qui, oui, est fiable pour protéger des ITS, puis est quand même un mode de contraception relativement fiable, mais ça peut briser, ça peut glisser. Il y a le phénomène du stealthing aussi de certains hommes qui le retirent pendant la relation sexuelle qui peut survenir. Fait que généralement, les médecins vont recommander de combiner le condom avec une autre forme de contraception comme la pilule. Puis sinon, pour les hommes, il y a la vasectomie, mais la vasectomie, c'est pas exactement réversible. Il y a une opération qui existe, qui est la vasovasectomie, qui peut être faite pour réverser pour rendre la vasectomie réversible, mais les taux de succès sont de 50%. Donc, c'est soit on a le condom, soit on a quelque chose de plus permanent qui s'offre aux hommes qui peut-être soit sont vraiment sûrs de ne pas avoir d'enfants ou en ont déjà eu puis veulent reprendre la charge de la contraception. Fait que c'est ça qu'il y a pour l'instant. Puis dans les méthodes comme en développement, si on veut, on a comme une forme de vasectomie réversible que c'est ils injectent un gel dans les canaux déférents qu'on appelle pour bloquer la production de spermatozoïdes. Puis ça, c'est en ce moment... C'est direct dans le pen? Ben, c'est dans les tuyaux. Direct dans le tuyau. Direct dans les tuyaux. Dans les tuyaux des testicules, non? Oui. Les canaux déférents sont dans les testicules. Ils vont loin, dans le fond, dans le canal, là. Ah oui, mais non, c'est vrai, c'est le canal de... Oui, l'épidésium, le canal déférent. Oui, c'est beau. Il y a deux tubes comme ça. Oui. Two eyes. C'est toi qui me redonne des deux doigts, là? Hey, donnant, ma chaîne. Fait que cette méthode-là, ça durerait comme, 1 an, puis les hommes le referaient comme à chaque année, mais ça fait des années que c'est étudié, puis c'est toujours pas commercialisé. Mais ça serait prometteur selon comme le spécialiste de la vasectomie au Québec, Dr Michel Labrec. Okay. Sinon, je trouve ça fantastique, mais je ne sais pas comment il pourrait réussir à trouver un angle marketing intéressant. C'est parce qu'ils disent, c'est parce qu'ils vont investir, on va se le dire, là, des millions ou des milliers de dollars dans quelque chose qu'il faut dire, bon, comment qu'on va convaincre les gars de se piquer dans le scrotum? Ça va non, mais ça, c'est eux autres qui le font. Attends, c'est eux autres qui le font, là. Tu fais ça en même temps que tu changes tes pneus d'été, chaque année. Tu changes tes quoi? Tes pneus d'été. Pneus d'été, petit gel, let's go. Le printemps, fais deux choses. Petit gel, pneus d'été, alarme de feu, change la pile, boum. T'es prêt. Trio McSafe, man. Tout va bien. Trio McSafe. Ben oui, fais tout en même temps, tout va bien. Oui, je suis d'accord. Moi, je suis très zéro d'accord. Non, je suis d'accord. Tu viens de me donner un « je t'entends ». Mais t'es zéro d'accord, là. Non, je suis d'accord pour le fait que ça serait vraiment cool qu'ils veulent, mais soyons réalistes. Tu sais, comme combien d'hommes vont dire oui. Tu sais, déjà que c'est difficile pour les hommes, des fois, juste la vasectomie. Quand leur femme, il faut qu'ils vivent une opération sous anesthésie générale, que les femmes en veulent plus, que eux autres, ils en veulent plus non plus, puis qu'ils font comme, non, mais là, c'est pas moi qui va faire ça. Quand eux autres, ça prend à peine 24 heures, puis sont top-notch. Faut que tu utilises la masculinité toxique pour ça. Faut leur dire quoi? Faut que tu fasses un espèce de marketing autour de ça. T'es pas un vrai, là. Man, là, tu fais couper mon chum, let's go, là. Tu te montres mes points de ça? Tu sais, c'est comme, tu fais une espèce de marketing super macho, boum, tout le monde se fait vacciner. Un Ford, une bière. Exact. La légende. La vasectomie. Tu comprends? Une espèce de marketing super macho, tout le monde, ça fait quoi? Comme le parfum Axe, là, il se fait shooter, puis toutes les filles arrivent. Exactement. Ouh, t'es vasectomisé. Ouais. Mais c'est intéressant ce que tu soulèves parce que au Québec, on est une des places avec le Canada où la vasectomie est le plus pratiquée dans le monde, pour sûrement des raisons d'accessibilité et culturelle. Puis par exemple, en France, la vasectomie, c'est moins comme accepté culturellement.
même si c'est quand même accessible. Puis, pour Parce cette qu'ils ont raison... plein de maîtresses qui veulent avoir des enfants. Mais d'un des militants qu'on interviewe pour le reportage, qui s'appelle Ervan Taverne, il nous disait que c'est un pays qui est plus nataliste. Donc, c'est peut-être moins comme accepter la vasectomie. Puis eux, ils font la promotion en France beaucoup, puis on n'a pas trouvé d'équivalent au Québec de la méthode thermique. Le slip chauffant et l'anneau chauffant. Donc ça, c'est une méthode qui est pas... En fait, la méthode chauffante c'est prouvé que ça peut diminuer la production de spermatozoïdes, mais c'est pas prouvé que c'est une méthode de contraception efficace à 100%, parce qu'il n'y a pas eu assez d'études. Ça prendrait énormément de financement pour venir comme appuyer tout ça d'essais cliniques. Mais ces hommes-là, eux, font la promotion de cette méthode-là parce que tu peux, par exemple, eux font des ateliers de couture, montrent aux hommes comment se fabriquer leur slip chauffant. C'est DIY. C'est très DIY parce que la loi n'empêche pas de le coudre soi-même, le slip chauffant. Donc c'est ça, il y a des hommes qui secouent le slip. Ils secouent le slip. Fait que Puis bref, c'est Quand je vais pas me coudre un slip, couds-moi les deux tubes, that's it, là. Voyons donc un slip. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je me fais un slip, là. Non, mon chum, let's go! Bistouri! Bistouri dans le kiki. Moi, j'ai plein. Il y a plein de slogans. Marketing, donnez-moi ça. Bistouri dans le kiki. Mais c'est parce que la façon que tu en parles, j'ai l'impression que tu parles d'un sac magique de sac. Ben, en fait, ce que ça fait, c'est que ça rapproche les testicules du corps. Ouais. Et donc, la chaleur du corps réchauffe les testicules. C'est pour ça qu'ils disaient qu'il ne pas porter des skinny jeans parce que ça pouvait Ouais. Non, je préfère... Mais là, je pense que c'est comme, il faut le porter en continu pendant 3 mois, aller passer un spermogramme pour vérifier si on a bien freiné notre production. C'est 15 heures par jour. Ça marche vraiment mieux qu'une affaire qui dure 24 heures. C'est pas réversible. Faut que je porte un slip chauffant. C'est pas moi qui dis ça. Mois. Ou une petite incision, 3 jours, puis c'est fini. C'est réversible, le slip. Mais le slip, t'enlèves ton slip, hop, là. Serait réversible, ouais. Serait réversible après 2 jours. Laisse ça dans tes gosses redescendre. Puis, ça veut dire qu'il faut que je fasse 2 slips, un dans le lavage, l'autre ça ne pas. Oui, parce que c'est pas vrai. Une rotation de slip. C'est pas vrai que tu vas devenir infertile avec une poche qui pue. C'est ça, là. Jamais. Non, moi, les slips, je les achète, je les confectionne pas, là. Stérile serait le bon mot. Ouais, sinon, tu peux les mettre dans un petit bain aussi. Oui, il y a une autre méthode expérimentale qui, elle non plus, n'est pas du tout testée sur des souris ou des humains. Faites pas ça à la maison, là. Mais c'est ce qu'on appelle un petit bain dans lequel l'homme plonge ses testicules pour que les ultrasons neutralisent les spermatozoïdes. Donc, ça, c'est un prototype en ce moment. Il a gagné un prix, non? Oui, un prototype. Bon, en fait, il a gagné un prix de design, je pense. De design? Design. On sait pas s'il marche. Il est juste super beau. À l'œil, tu mets ça sur une commode. Design industriel. Faudrait que je fasse la recherche. Non, est-ce qu'il est beau? Une Tesla en forme de petit bol, là. C'est beau, aérodynamique. Ben non. J'ai pas pu m'empêcher d'imaginer un petit scrotum de souris. Moi, je voyais un bol à oiseau. Genre un bain à oiseau. Oui, genre pas une divocop, là, mais... c'est ça. Une coupole. Pas un divocop, là, c'est... Un diaphragme que tu trempes les gosses dedans, là, c'est ça que je voyais. Pas un divocop, là, un gangster cop. Je sais pas c'est quoi la différence. Je sais pas c'est quoi. Y en avait-tu d'autres? Ben, en fait, les autres, c'est des méthodes hormonales puis non hormonales qui sont comme aussi étudiées. Mais les méthodes hormonales, un peu comme pour les femmes, provoqueraient des effets secondaires. Puis les méthodes non hormonales testées sur des souris qui seraient efficaces à 99 %, ça, c'est la pilule là, qui pourrait être commercialisée d'ici 5 ans. Contraceptive? Oui, c'est ça, c'est une pilule non hormonale pour les hommes. Fait que ça, c'est ce qui est comme le plus prometteur en ce moment. Là. Donc, mais c'est ça, c'est toutes des méthodes expérimentales et donc pas approuvées par Santé Canada. Les 2 seules choses approuvées, c'est vasectomie, condom, pour l'instant. Ça sent bien, je peux Chez les hommes, alors que chez les femmes, il y a à peu près comme 15 méthodes contraceptives. Oui, puis ils n'étaient pas toutes nice, là. Non. On va se le dire, mais là. Non, il y a eu beaucoup de rappels, là. Il y a les effets secondaires, beaucoup de rappels. Oui, j'ai des amis qui ont embarqué sur le Nord-Plan, là, puis leur corps a changé en 3 mois à 70 livres. Tu fais comme, mais oui, mais c'est pas une question d'être grosse. Là, tu peux pas, un corps, tu peux pas prendre changer 70 livres sans que tu sois bien. Aussi rapidement que ça, dans un peu de temps. C'est pas normal. Là. D'un bord ou de l'autre, c'est pas... C'est pas normal. D'un bord ou de l'autre. Oui. C'est juste pas normal en 3 mois. Là. C'est fou. Là. Mais bon. Fait que mon choix est fait. Vous êtes... c'est quoi ton choix?
Ben, moi, tu sais, je veux dire, je suis avec ma copine, ça fait un bout de temps que je suis avec ma copine, j'ai un enfant, moi, là, c'est moi qui... Elle sait pas ligaturer les trompes, là. Ça va, là. Déjà, ça fait des années qu'elle prend la pilule, depuis qu'on sort ensemble, essentiellement. Non. 23 ans. Ouais, 23 ans. Tu vas reprendre la charge sur tes épaules, finalement. Tu vas... Oui. Non, elle retourne pas sa pilule, là. Non. C'est ça qu'on chante. Mais d'ailleurs, la ligation des trompes, là, c'est beaucoup plus invasif que la vasectomie. Ça peut donner des arguments vers ton choix. Absolument. Fait que c'est ça. La récupération est plus longue. Sais-tu qu'est-ce qui est plus invasif que la vasectomie? Avoir un enfant. Fait que ça, c'est très invasif. Je vais fermer ma gueule, puis je vais faire une vasectomie. Ça, j'ai pas vraiment de problème. Probablement avec l'éducation que j'ai eue avec mes parents, là, qui étaient super ouverts et tout, là, mais non, c'est ça, c'est pas... c'est pas les procédures médicales qui t'énervent, là. Non, mais c'est ça, mon père était infirmier, fait que c'était pas... Tout ça a été vraiment dédramatisé vraiment rapidement, pis tôt, là, à 8 ans, j'ai vu mon premier vidéo d'une femme qui accouche. Ouais. Quand j'ai demandé à mes parents comment on faisait des bébés, mon père a fait comment, ouais, tu veux savoir. On va passer par 4 chemins. Son PowerPoint était prêt. Hey, il était ready. Il avait son petit livre avec. Il a fait comme, OK, d'accord. Il allait chercher son petit livre avec des images. Après ça a fini la soirée avec une madame qui accouchait, là. Mesdames, vous faites caca quand vous accouchez. Je l'ai su très jeune. Bon. Mon Dieu, moi, j'ai appris demi-vingtaine, hein. Fait que. T'étais bien informé. Ah ouais, non, j'avais 7-8 ans, là. Ouais. Ah, puis j'étais au courant, là. Puis cette vidéo-là, je pense que je l'ai vue 2 fois. Tu l'as jamais oublié, je pense. Non, j'ai des flashbacks des fois. Je me lève en soir. Ça a resté éternellement. C'est pas vrai. Mais ça a été dédramatisé très rapidement. Fait que, puis je sais que, tu sais, ça, je suis un peu... De la même façon que tu es une exception pour beaucoup de choses. Pour ça, là-dessus, c'est ça. C'est pas quelque chose qui me fait peur. Nous sommes des exceptions. Nous sommes les Fallop. Merci, cher journaliste. Merci beaucoup. D'être venu nous voir. Justine Mercier. Grenier. Tu vois, on va l'avoir. Justine Grenier. Rachel Delafante. Delfante. Rachel Delfante. On l'aura jamais. À deux, on l'a pas eu. Ben, on va l'écrire en dessous, JP, OK? Merci, JP. Il va l'écrire comme fois en dessous. Puis, on s'abonne à Rad. Oui, rad.ca sur Instagram, sur TikTok maintenant, et bien sûr Facebook, faut pas l'oublier. L'infolettre. Venez nous rejoindre, là. Vraiment. Ça va faire plaisir de vous jaser. On est vraiment sur plusieurs plateformes. Toutes. Merveilleux. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonne semaine tout le monde. Salut.